L'Union européenne, on y pense souvent comme une union politique, mais c'est avant tout un véritable titan économique. Pensez-y, 27 pays qui, ensemble, forment l'un des plus grands marchés au monde. La grande question, c'est comment est-ce qu'un groupe aussi diversifié peut bien parler d'une seule et même voix sur la scène commerciale mondiale? C'est justement ce mécanisme qu'on va décortiquer. Alors comment c'est possible concrètement? Comment des économies aussi différentes, disons que l'Allemagne, la Grèce ou encore la Pologne, peuvent agir comme un seul et unique bloc commercial? La réponse, en fait, elle se trouve dans une architecture politique qu'on ne voit pas toujours, mais qui est incroyablement puissante. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le secret de cette voie unique, ça porte un nom, la politique commerciale commune. C'est le nom un peu officiel de la stratégie qui permet à l'Union de négocier et d'agir comme un seul acteur. Et c'est ça précisément qui lui donne un poids énorme dans les discussions internationales. Pour simplifier, on peut imaginer une grande famille où chaque membre a ses propres intérêts. Au lieu que chacun négocie ses affaires dans son coin, la famille désigne une seule personne pour négocier tous les contrats importants. Comme ça, tout le monde bénéficie de la même offre et souvent d'une bien meilleure offre. C'est exactement ce que fait la politique commerciale commune pour les 27 États membres. Ok, mais cette voie unique, qu'est-ce qu'elle dit au fond? Quelle est la philosophie derrière tout ça? Son ADN, en réalité, est assez simple. C'est l'ouverture. C'est la libéralisation des échanges. Et en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la règle par défaut, c'est la simplicité. En principe, pas de restrictions sur les biens qui sortent de l'Union et pas de restrictions sur ceux qui y entrent. L'idée de base, c'est que le commerce, c'est bon pour tout le monde, donc la porte est en théorie grande ouverte. Et attention, ce n'est pas juste de belles paroles. Cette philosophie, elle a une application très concrète, le tarif extérieur commun. C'est la taxe qui s'applique à tous les produits importés dans l'UE. Et ce tarif est connu pour être l'un des plus bas au monde. C'est la preuve, noir sur blanc, de cet engagement pour un commerce ouvert. Bon, on a vu la philosophie, mais comment on passe de l'idée à la réalité? Comment l'UE fait-elle pour signer un nouvel accord commercial avec, disons, le Canada ou le Japon? Eh bien, le processus est très structuré. Voyons voir comment ça se passe. D'abord, étape 1, c'est la Commission européenne qui négocie au nom de tous. Ensuite, étape 2, le Parlement européen, qui est la voix des citoyens, examine l'accord et donne son avis. C'est une étape démocratique super importante. Et enfin, étape 3, le Conseil, qui représente les gouvernements de chaque pays, donne le feu vert final. Et c'est ce balai institutionnel qui transforme une simple négociation en une loi. Et le résultat de toute cette politique, de tous ces processus, eh bien, il est assez impressionnant à voir. L'Union européenne a réussi à tisser une véritable toile d'accords commerciaux qui s'étend sur toute la planète. Regardons cette carte. Elle montre bien l'ampleur du réseau. Chaque couleur, là, représente un statut différent. Les accords qui sont déjà en place, ceux qui sont en cours de négociation et même ceux qui sont en pause. C'est l'impact très concret, très visible de la politique commerciale commune. En gros, ces accords existent sous deux formes. D'un côté, il y a les accords multilatéraux. L'exemple parfait, c'est l'adhésion de l'UE à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Ça fixe les grandes règles du jeu pour tout le monde. Et de l'autre, on a les accords bilatéraux, des partenariats sur mesure que l'UE construit avec un pays ou un groupe de pays. C'est tout ce qu'on vient de voir sur la carte. Mais attention, cette philosophie d'ouverture n'est pas absolue. Ce serait trop simple. Il y a des exceptions, et elles sont très importantes. L'UE choisit parfois de contrôler, de restreindre le commerce, pour des raisons stratégiques. L'exemple le plus clair, ce sont les biens à double usage. C'est un concept clé. Il faut imaginer un drone civil très performant, certains produits chimiques ou même des logiciels de cryptage très poussés. Ce sont des produits qui ont une utilisation civile normale, mais qui pourraient être détournés à des fins militaires ou pire. Et donc, le mot d'ordre, c'est le contrôle. Si un bien est classé à double usage, son exportation hors de l'UE est hyper réglementée. Il faut des autorisations, des licences, tout un système est en place pour être sûr que ces technologies sensibles ne tombent pas entre de mauvaises mains. D'ailleurs, ces listes de produits sont mises à jour en permanence pour suivre les évolutions technologiques. Donc, pour résumer, tout nous ramène à cet objectif fondamental, qui est écrit noir sur blanc dans les textes officiels. L'idée, c'est bien de supprimer les barrières, ça reste le principe directeur. Mais, comme on vient de le voir, ce principe est appliqué avec beaucoup de pragmatisme et un sens des responsabilités très aigu en matière de sécurité. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour réfléchir. Dans le monde actuel qui change à toute vitesse, avec les nouvelles technologies, les nouvelles tensions géopolitiques, comment l'UE va-t-elle devoir ajuster ce curseur si délicat entre son engagement pour un commerce ouvert et le besoin bien réel de protéger ses intérêts stratégiques? C'est sans doute le plus grand enjeu pour l'avenir.